Et maintenant, j'appelle pour la prochaine séquence 4 personnes. J'appelle Madame Raphaël Bianchi à me rejoindre sur le plateau. J'appelle Alain Bailly. J'appelle Alexandre Augereau et Pierre Marsan. Bon, merci. Alors, on avait des interventions sous forme conférence, sous forme retour d'expérience. Là, on a un moment qui est un moment table ronde où 4 personnes qui vont se présenter d'ailleurs vont échanger sur la thématique suivante. La filière bois néo-aquitaine est-elle prête à relever le défi de l'accroissement de l'utilisation du bois dans la construction. C'est bien le thème de la journée et donc c'est bien de ça que vous allez débattre, Madame et Messieurs. Alors, Madame Bianchi, vous êtes là au titre d'Aquitanis, vous êtes responsable du service maîtrise d'ouvrage, je crois, et donc est-ce que vous pouvez nous présenter Aquitanis et puis pourquoi vous êtes ici en tant que donneur d'ordre, en définitive? Oui, donc bonjour à tous. Et enchanté d'être parmi vous aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous faire une présentation rapide d'Aquitanis et également de montrer comment Aquitanis, ces dernières années, a déjà beaucoup utilisé la construction bois. Et effectivement, après, j'aurai quelques questions pour savoir de quoi le futur sera fait avec la filière bois, mais locale. Donc, tout d'abord, Aquitanis, donc c'est l'Office public de l'habitat de... Ah, il faut que je... Une télécommande, c'est ça? Voilà, alors... c'est ici qu'il faut que vous orientez par là. Orienter, Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, tout d'abord, Aquitanis, c'est l'Office public de l'habitat de Bordeaux Métropole. C'est effectivement ces activités principales que vous connaissez certainement, c'est effectivement l'aménagement urbain et l'accompagnement des transitions des territoires. C'est le développement d'une offre nouvelle et on verra tout à l'heure comment on s'y inscrit. C'est bien sûr la maintenance et requalification durable du patrimoine et également la conception et la gestion écologique des espaces extérieurs. Donc Aquitanis, c'est plus de 21 000 logements, plus de 41 habitants en gestion locative et plus de 2600 logements en processus de production. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur Aquitanis, mais c'est vrai qu'on s'inscrit et on est engagé dans une démarche RSE et dont un des piliers est bien sûr l'économie et la construction durable. Hop. Voilà. Aquitanis, pour le coup, et depuis plus d'une décennie, s'inscrit dans un développement d'habitat à ossature bois. Le bois a fait l'objet de nombreuses expérimentations de la part d'Aquitanis depuis une dizaine d'années. Tout d'abord, après des marchés à bon de commande, en fait, dans un souci de production et d'industrialisation. En 2007, en fait, on a souhaité se certifier effectivement en très haute qualité environnementale et c'est comme ça que dans ce processus, s'est inscrit en fait naturellement d'intégrer le bois dans nos constructions. Depuis, il y a eu des recherches R&D. On a eu la chance de travailler avec une équipe d'architectes ateliers provisoires pour concevoir un premier système constructif modulaire à ossature bois, Sylvania, et qui a été l'occasion de produire environ 300 logements à ossature bois. L'ossature bois a été un avantage dans la modularité du logement et ça a contribué à faire également participer nos locataires à cette construction. Et bien sûr de diminuer l'impact carbone de nos logements.
Donc il faut savoir que c'était vraiment une volonté et un choix stratégique d'Aquitanis de devancer un petit peu la réglementation pour intégrer en fait l'ossature bois dans nos constructions. Ce système Sylvania, donc qui a sévi pendant plusieurs années, s'est transformé en fait en Sylvaneo ces derniers temps, dans lequel on a non seulement effectivement construit en bois, mais également où on a intégré des matériaux biosourcés à notre construction. Et rapidement, effectivement, et on voit d'ailleurs qu'une de nos opérations, la résidence Sylvae en Barès, a reçu le 2e prix régional de la construction bois Nouvelle-Aquitaine 2021. Très bien. Voilà. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, Aquitanis a toujours effectivement souhaité varier en tout cas une partie de sa production et anticiper un petit peu la réglementation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et on a encore là d'exemples de chantiers en cours à Ossature Bois, toujours en Barès, avec le projet et la résidence Libéo. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on s'interroge, puisque bien sûr, encore plusieurs de nos projets où on a cette volonté en fait d'intégrer le bois, mais on se heurte aujourd'hui à des appels d'offres compliqués avec l'augmentation du bois. Et ce qui est dommage, c'est que pour arriver à construire, on risque d'être contraint des fois de varianter, et on n'est pas certain de pouvoir toujours conserver cette ambition que l'on a dans l'ensemble de nos projets. Alors on multiplie, il y a l'ossature bois, mais il y a aussi bien sûr les matériaux sur deux, c'est pas que du bois. On sait bien que la construction c'est un ensemble, mais voilà. Donc la vraie question c'est voilà, de quoi demain sera fait aussi. Voilà, Madame Bianchi nous dit en tant que donneur d'ordre, on est prêt à effectivement. On continue, on le fait, on construit. On le fait dans le futur à mettre plus de bois dans nos constructions, mais est-ce que la filière va pouvoir assurer en fait la satisfaction de ses besoins? Je me tourne vers Monsieur Augereau, Alexandre Augereau, Fargebois. Donc vous nous dites 2 mots de votre entreprise, mais la question qui vous est posée, vous avez bâti la tour Hyperion, je crois, à Bordeaux. Alors pas moi, mais vous avez participé, oui. Vous avez fourni, vous avez été une cheville ouvrière aussi là-dedans. Est-ce que vous êtes prêt à fournir du Douglas de Corrèze pour 10 tours Hyperion à Bordeaux? Alors, on espère de voir 10 tours Hyperion à Bordeaux, mais pas qu'à Bordeaux, bien entendu. Et dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Oui. Et plus large. Et plus large encore. Nous, on rêve un petit peu national, mais bon, c'est là aujourd'hui, on parle Nouvelle-Aquitaine et c'est bien l'objectif. Donc, alors, pour repréciser, Fargebois, c'est l'un des 3 sites de production du groupe Pifto Bois, dont le siège est basé en Vendée. Aujourd'hui, le projet Hyperion a pu voir le jour aussi avec nos bois par l'intermédiaire des ateliers de Pifto en Vendée, par les ateliers de CLT. Aujourd'hui, Fargebois est sur la même tendance, c'est-à-dire que pour pouvoir répondre aux enjeux de demain, il va d'abord falloir pouvoir s'équiper. Aujourd'hui, certes, c'est compliqué. On vient de vivre une année un peu inédite, je pense, de mémoire de forestiers et de sieurs. Personne n'avait vu vraiment ça arriver et forcément tout le monde a un peu couru dans tous les sens et tout le monde a subi. Aujourd'hui, c'est pas un problème de bois. On n'a pas de pénurie de bois en France. On a un problème de capacité de produire et de transformer nos bois. Ça a été le parti pris et ça a été surtout l'élément que cette année nous a bien mis en avant. C'est-à-dire que il faut préconiser le bois, il faut préconiser avant tout les bois français. C'est la première des choses, mais il faut surtout être en mesure de pouvoir transformer, de pouvoir apporter la valeur ajoutée dont on a besoin pour pouvoir rivaliser avec d'autres sieurs bien plus importants que nous. Pour rappel, par exemple, si on prend l'échelle de Fargebois, aujourd'hui c'est 150 000 m3 de siège à l'année, permettez-moi l'expression, c'est juste c'est la scierie à Barbie en comparaison aux scieries allemandes, qui elles sont bien plus conséquentes, ont des pouvoirs de frappe bien plus importantes, et donc du coup des coûts matières bien plus bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne valorise pas 100% de l'arbre, on n'a tout simplement pas le pouvoir d'achat, d'acheter les bois qui poussent à côté de chez nous. Donc ça, bien sûr, on n'en veut pas. Et demain, la filière a surtout besoin de s'équiper pour pouvoir rivaliser.
par des techniques de scanner, par des techniques de collage, par des techniques diverses et variées. Donc le CLT, fort heureusement, est l'une des technologies qui va nous permettre d'apporter une valeur ajoutée différente à ce qu'on pouvait avoir. Le bois brut, c'est bien, il en faudra toujours. Par contre, il faut qu'on aille sur des bois à technicité bien plus importante pour pouvoir rivaliser aussi et avoir une capacité d'achat. Parce qu'aujourd'hui, les deux gros freins sont là. C'est la capacité à acheter, la capacité à transformer, ça fait 3 même, et surtout l'acceptabilité de nos populations à couper de l'arbre. Et ça, c'est aussi une chose qui est un défi dans les années qui viennent. C'est pas un problème, ce n'est pas grave. Pour reprendre ce que disait Diffoul il y a quelques années, pour ceux qui s'en souviennent, ton corps change, mais ce n'est pas sale. Il faut juste accepter, accompagner, expliquer pourquoi on le fait, parce qu'on y croit. Toute la filière doit y croire, parce que c'est un bien fondé. Vous avez vu les FDES tout à l'heure, le rapport, quand on produit un mur et quand on produit une tour ou une habitation en bois, on a quand même des arguments à faire valoir, mais ces arguments ne sont pas forcément audibles par le commun des mortels. Et aujourd'hui, c'est tout l'enjeu de la filière interprofessionnelle. Donc Fibois a son jeu à jouer et son épingle à jouer. Là, c'est de vulgariser tout ça, d'apporter la conscience que construire en bois, couper un arbre, c'est pas grave du moment qu'on le replante. Et voilà. Aujourd'hui, c'est clair qu'on a des enjeux, on est concurrencé. D'autres scieurs, d'autres massifs, d'autres scieries sont intéressés par nos propres bois. On le voit aujourd'hui sur les ventes de bois. Donc, on prend la conscience que l'enjeu n'est pas sur un territoire donné, sur une région donnée, si grande qu'elle soit, comme la Nouvelle-Aquitaine qui fait la superficie de l'Autriche. On est un mini-pays, mais un mini-pays qui est concurrencé par d'autres pays et où on a des bois, le pas maritime est là. On a aussi l'une des plus grosses ressources de Douglas. Et on a une diversité d'essences qui en fait notre force, mais qui en fait surtout un enjeu et une région qui est hautement attractive par d'autres personnes que nous. Donc, pour y arriver, il va falloir qu'on garde nos bois, il va falloir qu'on les achète. C'est vrai, les prix ont énormément augmenté, mais aussi pour pouvoir se mettre à concurrence de ces autres acteurs qui pourraient tout à fait venir nous exploiter les bois. Et ça, ce qu'il ne faut surtout pas à l'échelle de notre territoire, c'est de voir nos bois partir pour être transformés ailleurs et que nous, on se transforme un peu en pays du tiers-monde, un peu ce qu'a connu le Brésil il y a quelques dizaines d'années de ça, où ils ont tout simplement interdit d'exporter de l'agrumes pour pouvoir garder la valeur ajoutée chez eux. C'était plutôt intéressant et intelligent. Merci Monsieur Augereau pour ce début. Alors bon, effectivement, donc on a bien vu les défis, les enjeux qu'il y a pour la filière, mais je me tourne vers Monsieur Bailly en fait. La forêt n'est pas une mine, ne doit pas être considérée comme une mine. Est-ce qu'on a les ressources suffisantes? Est-ce qu'on est en mesure de bien éduquer le grand public, la société, parce qu'effectivement, pour couper les arbres, pour construire en bois, il faut couper des arbres. Et donc, est-ce qu'on est bien placé de ce point de vue-là? Merci beaucoup. Alors bonjour à tous. Et puis donc vous connaissez FCBA, mais peut-être que vous connaissez moins dans ce panel-là. Vous connaissez moins que. Alors présentez-nous FCBA. Voilà, tout à fait. Non, mais que vous connaissez moins que FCBA s'occupe aussi de l'amont forestier, c'est-à-dire de la partie qui part de la forêt et qui va jusqu'au parc à bois des usines. Et c'est le travail que j'ai à FCBA, c'est de s'occuper de cette partie amont forestier. Voilà, donc depuis des années. Donc et je vous remercie aussi de m'inviter ici pour parler justement de cet amont forestier, donc quelque part de ce que vous avez dit tout à l'heure, Madame, le bois français. Voilà, donc comment on peut faire. Bon, je rappellerai au niveau national quelques idées, parce que je crois que c'est important dans les débats aujourd'hui de remettre un certain nombre de vérités qui ne sont pas du tout colportées en ce moment. La première, c'est que la forêt française, elle est complètement en augmentation. Contrairement à ce qu'on peut dire, il y a des endroits où la forêt disparaît. En France, elle augmente. Je rappelle juste 2 chiffres. Il y a en 1900, la première fois où on a regardé quelle était la surface forestière française, on a trouvé 10 millions d'hectares. Aujourd'hui, en 2021, presque 22, on est à 17 millions d'hectares. Donc ça veut dire qu'on a pris 7 millions d'hectares de forêt, de surface forestière en France, en 120 ans. Alors je rappelle juste aussi, un peu de la même manière, un pas maritime, ça se coupe en
entre 40 et 50 ans, un chêne de 100 ans. Enfin, vous voyez donc qu'en termes d'échelle de temps, la forêt française, elle augmente. Ça pose même un certain nombre de problèmes, parce que le fait qu'elle augmente, eh ben, ça augmente les stocks de bois sur pied, puis quand il y a un problème avec une tempête, un incendie, n'importe quoi, il y a encore plus de bois qui disparaît. Donc ça, c'est la première chose. Donc on n'est pas du tout dans une forêt qui disparaît, contrairement à ce qu'on peut dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on est aujourd'hui sur cette forêt. Elle est pas, elle est, comment dire, les 7 millions d'hectares qu'on a gagnés, on les a gagnés sur quoi? On les a gagnés en fait sur des terres agricoles la plupart du temps. Hein, puisqu'avant, ces 7 millions d'hectares, c'était des terres agricoles, donc des terres dans lesquelles il y a eu de l'agriculture. Donc c'est des terres qui ont été cultivées, qui sont pas du tout des. Alors c'est la notion de naturalité qu'on amène beaucoup là-dessus. Bon, à un moment, ça a été agricole, donc il y a des gens qui ont cultivé. C'est des terrains qui sont plats, c'est des terrains sur lesquels on peut faire des choses. Donc quelque part, on a bien ce potentiel important de surface à mettre en valeur. Sur ces 7 millions d'hectares, il y en a en gros, à la louche, hein, on dit à peu près 1 million et demi d'hectares qui ont été réalisés avec des résineux. Hein. On parle beaucoup de ces fameux épicéas du Fonds forestier national, mais c'est 1,5 million d'hectares. Le reste, c'est de la friche. C'est de la friche, donc quelque part, quelque chose qui n'a pas obligatoirement un projet pour le propriétaire. Oui, j'ai oublié de le préciser, la forêt française, elle appartient à des propriétaires privés. Hein, donc ça, c'est important. Et donc il faut redonner, on a des potentiels importants pour redonner des projets à toutes ces surfaces. Donc je crois que franchement, il n'y a pas de souci aujourd'hui sur le fait de remettre en culture ça, de remettre, de parler, pas de souci de ressources dans un avenir même lointain. Alors par contre, on a une vraie question, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, hein. On a une vraie question sur l'adéquation entre cette ressource, donc là il n'y a pas de problème là-dessus, et puis vos utilisations, hein, dans le bois. Là, il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés, en particulier par FCBA, mais pas que d'autres. On a fait beaucoup d'innovations, on sait faire un certain nombre comment dirais-je, de produits de construction ou autres avec des bois, des bois feuillus, des bois résineux, etc., etc. Puisque c'est vrai qu'on a beaucoup de variabilité dans notre forêt française, hein, puisque on a beaucoup de feuillus et de feuillus qui sont, qui sont pas toujours très bien, comment dirais-je, très bien utilisés dans le bois construction. Donc on a quelques innovations. Par contre, là aussi, je le redis, hein, puisque pour moi c'est un élément très important, c'est que on a beau avoir, on a beau savoir ce qu'on peut faire avec du feuillu, on est quand même devant des marchés qui sont des marchés internationaux. Vous avez de la concurrence mondiale, enfin internationale, et effectivement c'est quand même plus facile de scier, vous l'avez dit, hein, de scier quelque chose qui est droit et qui est pas trop conique par rapport à quelque chose qui est beaucoup moins droit, beaucoup plus dur à scier et qui a des très grosses branches. Hein. Donc c'est vrai qu'on préfère le résineux pour utiliser dans le bois construction. Mais là aussi, je le redis, il y a aussi une place pour développer le résineux en termes de plantation. Je l'ai dit tout à l'heure, sur les 6 millions d'hectares, on pourrait très bien avoir des projets pour développer du résineux. Donc en fait, on a quand même beaucoup d'atouts, c'est ça que je voulais dire. Donc moi, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Alors, vous n'avez pas d'inquiétude trop, vous rassurez Madame Bianchi. Complètement. Alors, voilà. Je vais juste faire un petit focus maintenant un peu plus sur la région Nouvelle-Aquitaine, parce que vous l'avez dit, moi je raisonne France, mais il faut aussi qu'on puisse raisonner Nouvelle-Aquitaine. Alors la Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même en gros 2,8 millions d'hectares de forêt, donc c'est quand même, vous l'avez dit, c'est aussi gros que l'Autriche, mais il y a beaucoup de forêts en Nouvelle-Aquitaine. Et puis on a la chance en Nouvelle-Aquitaine où on avait 3 essences phares en Nouvelle-Aquitaine. Hein. Le pin maritime, hein, c'est en gros 900 000 à 1 million d'hectares, donc c'est pas rien. Le Douglas, hein, dans le Limousin, et c'est une très belle essence, et puis le peuplier. Donc on a quand même des essences qui sont extrêmement porteuses en Nouvelle-Aquitaine. Le peuplier aussi, je le redis, le peuplier, on sait très bien qu'il y a des qualités de peuplier, des clones de peuplier qui font de la structure, hein, je le redis. N'oublions pas aussi sur ce problème de caractérisation. En gros, aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, on coupe 57% de l'accroissement annuel. Donc on a une place aussi là pour couper un peu plus que les 57%. Aujourd'hui, sur les documents de gestion, les documents du programme régional de la forêt et du bois, hein, géré par la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, on a des objectifs de passer de 57 à 65% de cet accroissement naturel, hein, de cet accroissement annuel. Donc en fait, vous voyez que là, on a quand même
on a des potentialités. Et puis, bon, on n'arrivera jamais à couper 100% de l'accroissement naturel, ça c'est évident, parce que vous avez des zones de pente, vous avez des zones où c'est plus compliqué, donc on ne fera pas. Mais 65%, on ne va pas déboiser la Nouvelle-Aquitaine, hein, même si on passe à 65%. Hein. Alors, voilà. Alors après, sur les essences, hein, vous l'avez dit, hein, on a aussi en Nouvelle-Aquitaine la chance avec le peuplier, le Douglas et le pin maritime d'avoir des programmes d'amélioration génétique dans lesquels on travaille, qui font en sorte d'essayer de replanter des arbres qui sont améliorés, c'est des variétés améliorées, donc, et ça se voit dans le paysage, ces variétés améliorées, et ben on essaye de faire en sorte qu'elles poussent, qu'elles soient moins tordues, hein, c'est le cas du pin maritime, qu'elles poussent un peu plus et qu'elles s'adaptent au grand enjeu de cette forêt, qui est l'enjeu du changement climatique. On en entend beaucoup parler, hein, mais le changement climatique, ça risque de nous poser des problèmes, ce fameux changement global. C'est-à-dire qu'elle s'adapte à des températures un peu plus élevées, avec des pluviométries qui sont pas obligatoirement bien réparties dans l'année, etc., etc. Mais là aussi, je rassure tout le monde, hein, le pin maritime, c'est pas compliqué, c'est le massif des Landes de Gascogne, pour le pin maritime, c'est la zone la plus nord de l'aire naturelle du pin maritime. C'est-à-dire que le pin maritime, c'est un sudiste encore plus sudiste. Hein. Donc en fait, aujourd'hui, il est beaucoup plus adapté à avoir chaud et sec plutôt que d'avoir froid. Donc le problème, le pin maritime aujourd'hui, si on va sur un réchauffement climatique, a priori, le pin maritime, il va monter. Donc là, on n'aura pas trop de problèmes. Hein, ça, c'est le premier point. Et le Douglas, de la même manière, on sait très bien que dans le Douglas aujourd'hui, on a des Douglas qui poussent magnifiquement bien dans le massif des Maures, hein, donc en zone méditerranéenne. Ça dépend des conditions, il faut de l'eau, enfin, etc. Mais donc, on est capable. Donc moi, je n'ai vraiment pas d'inquiétude sur cette question de ressources dans le futur. Par contre, effectivement, vous l'avez bien signalé, mon inquiétude, c'est comment on fait en sorte que le message que je vous fais passer là, qui est un message technique d'experts, eh ben, il puisse être relayé. Il puisse être relayé dans les médias. C'est un vrai souci. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde vous explique que couper un arbre, c'est horrible, etc. Attendez, non, c'est pas horrible. Donc il faut qu'on puisse arriver à réexpliquer à tout le monde pourquoi il faut couper des arbres, pourquoi il faut gérer cette forêt, pourquoi c'est extrêmement important. Alors, 2 éléments. Le premier élément, c'est un élément pour la gestion forestière. Aujourd'hui, le changement climatique, on le sait tous, on l'a tous vécu. Qu'est-ce que ça induit? Ça induit des risques sur la forêt, des risques sur les arbres, en particulier des risques de maladies, des risques d'incendie, des risques de tempêtes. Comment on peut se prémunir contre ça? C'est en gérant la forêt, en faisant attention à ça. Ça, c'est extrêmement important, ce terme de gestion. Le terme de dire la forêt, il ne faut rien y faire, c'est naturel, etc., c'est une ânerie. Et je le redis parce que vous voyez ce qui se passe en Colombie-Britannique, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe à côté de chez nous, au Portugal. Vous l'avez tous vu passer ici, le fameux nuage quand ça a brûlé pendant les eucalyptus. Pourquoi le Portugal brûle? C'est pas compliqué, parce qu'avant, il y avait de la gestion forestière, maintenant il y en a moins. Et donc quand vous faites rien dans une forêt, quand il y a un incendie qui va dedans, ça fait des grands feux. Les feux australiens, c'est typiquement ça. Donc ce terme de gestion, il est extrêmement important, même y compris sur les aspects de maladies. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'épicéa-scolyté, etc. Nous, forestiers, on sait parfaitement qu'au bout d'un certain temps, les épicéas qui avaient 90 ans, qui étaient installés dans des zones qui ne leur correspondaient pas, à un moment ou à un autre, ils auraient un problème avec des maladies. Ça n'a pas loupé. Donc ça, c'est vraiment important de passer ce message, sur la gestion forestière. C'est pas un truc, il y a des propriétaires, c'est pas un truc comme ça, la forêt. C'est un truc qu'on doit gérer. Donc ça, c'est vraiment un message extrêmement important à faire passer. Et le deuxième message à faire passer aussi, c'est de faire le lien entre le bois, qui aujourd'hui, vous venez tous de le dire, et je crois que là, tout le monde en est conscient. Tout le monde est conscient du fait qu'aujourd'hui, on ne pourra pas, dans l'avenir, faire autre chose que de construire avec du bois ou d'utiliser des matériaux qui font une économie décarbonée. Tout le monde le sait. Sauf que personne ne vous explique que pour faire ça, il faut à un moment ou à un autre faire le lien avec le territoire et faire le lien avec le fait qu'il va falloir couper des arbres. C'est un peu comme faire le lien entre la charcuterie et le cochon, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment ou à un autre, il faut qu'on arrive à faire ce lien. Et ça, c'est vraiment de la communication. C'est vraiment de la communication qu'il faut qu'on mette pour dire à quoi ça sert. Et arrêter d'avoir ces discours qui sont des discours, j'allais dire quelque part, complètement hors sol de non-lien entre le bois et le territoire, quoi. En fait, hein. Voilà, je crois que... Monsieur Bailly, je crois qu'on a tous ici bien compris votre message, mais qu'il va falloir faire passer au-delà des murs de cette salle, hein. Voilà, c'est ça que vous disiez.
Je me tourne maintenant vers Pierre Marsan. Alors Pierre Marsan, effectivement, il représente dans cette table ronde un autre élément important des maillons de la filière, j'allais dire, c'est les gens qui mettent en œuvre. Alors, vous êtes architecte et je ne peux pas m'empêcher de vous faire un petit peu de publicité. C'est lui qui a réalisé ce qui fait la couverture de ce magnifique document qui vous a été distribué. Et on l'applaudit, très bien, oui, et on l'applaudit. Voilà, c'est la halle de Billère, dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Donc vous êtes architecte et vous voyez des gens qui mettent en œuvre les produits bois, j'allais dire tous les jours sur les chantiers. Et alors, par rapport à cette augmentation de l'utilisation du bois dans la construction, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous partagez l'optimisme d'Alain Bailly, l'optimisme raisonné d'Alexandre Augereau qui nous dit oui, il faut, nous, dans notre secteur, dans notre maillon, il faut qu'on s'équipe, il faut qu'on soit capable d'acheter et de transformer. Et alors, pour les gens qui mettent en œuvre, tout va bien, il y a des problèmes à résoudre. Dites-nous un petit peu ce que vous sentez lorsque vous êtes sur les chantiers. Alors, je suis architecte, je suis administrateur de FIBOIS, d'ODIS aussi, où je représente FIBOIS, ODIS, etc. Donc vous rencontrez plein de gens. Donc oui, ça fait quelques années maintenant que je travaille avec autour de toutes ces problématiques-là. Le premier truc très étonnant avec un architecte, on a deux interlocuteurs, un maître d'ouvrage d'un côté et des entreprises de l'autre. Vous êtes une sorte d'interface, quoi, en fait. On est un des acteurs du bâtiment, un des personnages qui participent à la construction d'un bâtiment. Comment on vient en faire du bois? Moi, c'est par l'école, on fait des voyages. Moi, j'ai découvert la construction en bois aux États-Unis quand j'étais en stage, c'est dans les années 80, au début des années 80. En travaillant avec FIBOIS, j'ai découvert les gens qui faisaient pousser les arbres. J'ai découvert, et en fait, autour de la forêt, ce pays a produit une ingénierie qui a une très grande compétence et qui connaît parfaitement bien son sujet. Je pense que les forêts sont bien plantées, sont bien entretenues, sont bien programmées. C'est vrai que là, c'est des questions qui nous semblent un tout petit peu périmétriques par rapport à notre travail, mais qui sont essentielles. Si on veut construire en bois, il faut qu'il y ait du bois, il faut que les gens le transforment. Vu avec des yeux pour construire, nous on a le premier problème, c'est il y a 10 ans c'était compliqué de trouver des maîtres d'ouvrage qui acceptaient de construire en bois parce qu'ils avaient une idée préconçue du bois. Quand je vous écoutais tout à l'heure, en fait, le bois dans la construction, c'est un élément de structure. Vous parliez des différentes essences, des pins, des douglas, des choses comme ça, des résineux. Ben, le bois, on l'a dans les meubles, on l'a dans les parquets, on l'a dans les murs, on l'a dans les portes. Enfin, on fait les plafonds. On peut faire plein de parties en bois. En plus, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, enfin, personnellement, 60% ou 70% de mon activité, c'est de la rénovation. Il n'y a pas de structure. Ça n'empêche pas d'avoir 20, 25 ou 30% des budgets des bâtiments qui sont dans des lots utilisant du bois, exclusifs des lots de menuiserie ou de charpente. C'est aussi nécessaire. Donc la première difficulté, c'était de faire comprendre que pour construire en bois, il y a des maîtres d'ouvrage et il faut les convaincre de l'intérêt de construire en bois. Je pense que ça, en 10 ans, ça s'est bien fait. Quand on voit il y a 10 ans, on cherchait des exemples. Les communes forestières avaient lancé un programme qui était 100 bâtiments en bois pour essayer de montrer qu'on pouvait faire des bâtiments en bois. Les prix régionaux, les prix nationaux maintenant de construction bois, mais là, sur une année, on a plus de 100 exemples de bâtiments en bois. Et notamment, le gros moteur de la construction, c'est la construction publique. Les maîtres d'ouvrage publics en sont tous convaincus. On travaille avec des nouveaux conseils municipaux, il y a eu des élections il n'y a pas très longtemps, on a des nouveaux interlocuteurs, des gens nouvellement élus, mais quand on est retenu pour faire un programme, moi je leur dis, ben voilà, j'ai une équipe, on va vous faire un bâtiment en bois, ça ne pose plus aucun problème. Donc il y a une évidence aujourd'hui, construire en bois, c'est envisageable. Il y a toujours la réponse, ouais, mais il grise à l'extérieur. Bon, des fois, je fais des bardages en métal sur les façades des bâtiments en bois, mais bon, maintenant, je vais m'essayer à la terre et à la paille à faire d'autres finitions. Mais ça, c'est le premier point. Pour que nous, on puisse construire en bois, il faut que les maîtres d'ouvrage en soient convaincus. Et là, je pense qu'il y a ce travail, il est fait, il existe. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on est prêt? Donc, il faut qu'on ait du bois. Et là, je pense qu'on a eu des réponses.
Le bois, il existe. Les capacités à transformer, mais elles vont évoluer, puisque la demande devenant, je pense que la réponse, on va l'avoir. La technicité, tous les transformateurs de bois l'ont. On a, nous, un dernier point un tout petit peu fragile. Alors, on parlait tout à l'heure des marchés publics. Ce sont les entreprises, les charpentiers et les menuisiers qui se sont habitués à acheter leurs matériaux dans des centrales d'achat. Les centrales d'achat se fournissent sur le marché international. Donc, quand on veut faire un bâtiment avec des bois, le qu'on montre là, on a réussi à organiser la consultation pour que les entreprises... L'idée, c'était dans le classement des entreprises, on leur demandait de décrire leur circuit d'approvisionnement, tout simplement, en leur demandant de se mettre en circuit court, d'utiliser les ressources. Et on avait décrit une essence qui est le sapin pectiné, qui est typiquement des vallées pyrénéennes. On est à Pau, il y a 5 vallées à côté, il y a 5 scieurs, et les 5, ils travaillent ça. Donc, quand on a eu le charpentier, il a fallu le convaincre d'aller se servir dans une scierie plutôt que de s'approvisionner dans le réseau qu'il avait l'habitude d'utiliser. Et mais il a quand même joué le jeu. Maintenant, il est très content. Maintenant, il a un BET avec qui je travaille. Le deuxième point, c'est ça, c'est que pour construire, on a besoin on travaille toujours associé avec des ingénieurs. Là, on a des BET. Donc, les écoles de formation autour du bois ont bien fonctionné. Votre ingénierie territoriale marche du feu de Dieu. Et nous, on a les ingénieurs construction bois qui sont des intervenants dans les équipes. Maintenant, j'ai des ingénieurs structure béton et des ingénieurs structure bois. Et donc, on a un fil qui marche bien, qui permet d'assez bien décrire nos bâtiments et d'avoir les résultats qu'on veut, oui. Donc, Monsieur Marsan, Pierre Marsan, vous êtes plutôt optimiste dans ce que vous nous dites. À mon échelle, oui. Très bien. Une question. Alors, je rappelle aux internautes qui peuvent poser leurs questions sur le chat. Elles seront prises en compte tout à l'heure lorsqu'on ouvrira les questions au public. Une question que je pose aux différentes entreprises, aux entreprises qui mettent en œuvre, mais aussi à vous, Monsieur Augereau. Le recrutement aujourd'hui, est-ce que c'est facile? L'attractivité des métiers du bois, enfin, et de la filière bois, la formation, est-ce que, ça va, vous recrutez facilement ou est-ce qu'il y a des difficultés? Non, Bon, c'est moi qui ai perdu en fait. Non, j'ai posé une mauvaise question. Non, il n'y a pas de mauvaise question. Le recrutement, en effet, alors bon, déjà, en ce qui concerne Fargebois, déjà, quand vous dites aux personnes qu'il va falloir aller travailler en Haute-Corrèze, on part pas avec tous les positifs. Non, le recrutement, en effet, c'est un sujet bien précis. On l'a, mais on l'a. Je pense que c'est un peu partout pareil, parce que à aller un peu à droite et à gauche, c'est pas un problème néo-aquitain, c'est un problème vraiment national sur ce genre de métier de mise en œuvre de gens qui passent par l'apprentissage, qui passent par vouloir travailler avec les mains, mais aussi avec le cerveau, parce qu'on a besoin des deux. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans nos métiers, je vais parler de la scierie, on n'a plus besoin du gars qui a juste son certificat d'études et qui pile des planches. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, on a besoin de techniciens, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de gens qui savent parler à l'intelligence artificielle, parce qu'on est rendu là. Les scieries aujourd'hui, ce sont des scieries qui arrivent dans le 3.1 voire 4.0, où on a besoin d'optimiser les bois, où on a besoin d'imagerie type IRM, et toutes ces technologies-là qui vont constituer demain nos technologies qui vont permettre de valoriser encore mieux le bois au fur et à mesure qui passe chez nous. On a besoin de compétences intellectuelles et manuelles, parce que les deux vont de pair. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué, parce qu'il n'y a pas de formation faite pour. Il n'y a pas de formation du tout qui existe en fait pour ça. Donc en fait, aujourd'hui, on est obligé de former nos personnels nous-mêmes, et on est en train de monter des systèmes en fait de tutorat et de formation professionnelle en fait intégrés à l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement, et on ne trouve pas les compétences qu'il nous faut. Mais c'est vrai que ça sera une difficulté. Je pense que si on regarde le marché canadien, aujourd'hui, il est soumis aux mêmes difficultés-là, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de boulot, ils vont pouvoir exploiter du bois, mais ils n'ont pas les compétences et ils n'ont pas les ressources humaines pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc, ils sont en train d'ouvrir les frontières pour faire venir du monde. Aujourd'hui, on va avoir le même souci, je pense, sur la filière bois.
Merci d'avoir complété. Monsieur Bailly, vous... Si, non, moi je ne peux que compléter ça. C'est-à-dire qu'on a un souci aujourd'hui quand même sur le métier sur l'amont forestier. On a aussi un souci, mais parce que là aussi c'est mal vu de couper un arbre, hein, donc c'est compliqué d'aller demander à des gens de venir couper des arbres dans nos forêts, quoi, en fait. Mais je rappelle que aujourd'hui on a besoin de beaucoup de conducteurs d'engins, hein, qui sont les conducteurs d'engins qui sont des pilotes de machines, hein, c'est des métiers qui sont des métiers extrêmement performants, hein, et qu'aujourd'hui on a du mal à trouver des pilotes d'engins. Enfin, je ne sais pas chez vous, chez Farge, comment ça fait, mais on a quand même de temps en temps du mal à trouver. C'est des métiers modernes, c'est des métiers et il faut qu'on puisse faire beaucoup d'efforts là-dessus, je le répète à chaque fois, principalement comme vous l'avez dit, parce que notre difficulté pour les métiers en forêt, c'est que ça se passe en forêt. Donc quelque part, comme vous le dites, hein, il faut aller en Haute-Corrèze, il faut aller en forêt, il faut être tout seul, etc. Et ça, c'est bon. Mais je crois que là aussi, on a vraiment intérêt à travailler pour. Et je pense que ça viendra avec un autre avis sur notre filière, la filière qu'on a nous aujourd'hui. Cette filière bois, c'est la filière d'avenir. Il faut juste le faire dire, le crier sur les toits, le prouver, et puis continuer à communiquer auprès de nos amis les urbains, puisque c'est un peu ça, qui font l'opinion, pour leur dire, mais attendez, il y a des vrais métiers, c'est des vrais métiers, c'est des métiers d'avenir, et allons-y, quoi, en fait. Et je crois que, honnêtement, moi, c'est le constat que je fais, et je le refais, c'est pour ça que j'aime bien venir discuter avec vous dans ces cas-là, c'est que on a souvent été en forêt un peu comme... on a eu un peu peur, c'était pour vivons cachés au fond de nos forêts. En fait, on a fait une petite erreur là-dessus. Je crois qu'on aurait dû depuis longtemps sortir du bois, c'est le cas de le dire, pour dire que nous, on est vraiment sur des choses d'avenir et extrêmement, comment dirais-je, extrêmement prometteuses, quoi, en fait, hein, parce que je crois que là, c'est important. Oui, il faut finir sur une note positive quand même. C'est pas le tableau n'est pas que noir. Il y a une chose c'est lent. En effet, ça tu l'as dit et c'est vrai. C'est très très lent à faire changer les perceptions et tout. Mais on y arrive. Nous, par exemple, là, il y a quelque chose de très encourageant. On souffrait énormément d'une masculinisation de nos métiers, parce que l'aciérie, c'est un métier de dur. Et en fait, c'est faux, parce qu'aujourd'hui, maintenant, toutes les technologies font que c'est devenu beaucoup moins pénible, et on se félicite aujourd'hui chez Fargebois de voir venir maintenant des femmes sur les postes qui étaient historiquement dédiés aux hommes, de conducteurs de ligne, alors d'ailleurs on dit plus conducteur, on dit conductrice de ligne, de caristes, de gens qui jusque-là, en fait, on a eu énormément de mal à faire venir ces personnes-là, et c'est tout à fait encourageant. Et aujourd'hui, c'est vrai que dès qu'on va casser ce mur de méconnaissance des métiers, on va aussi avoir une manne de personnel qui jusque-là ne se tournait pas du tout sur nos métiers. Ça, c'est vrai. Voilà, et vous pouvez rebondir aussi sur l'intervention précédente d'Olivier Bray. La réglementation environnementale 2020, c'est quand même pour le bois une opportunité considérable. C'est juste la reconnaissance du fait que le bois, c'est le matériau du 21e siècle, hein, je crois qu'il faut être clair. Hein. Non, mais il faut être assez clair. Et pour rebondir sur ce que vous dites, on voit aujourd'hui que c'est des métiers, enfin tous les métiers, y compris dans la forêt, sont des métiers de haute technicité, hein, qui font, enfin, si on communique bien dessus, les gens sont assez contents. Comme on a les trois petits cochons, c'est fini, quoi. Mais il faut qu'on continue à bien travailler là-dessus. Madame Bianchi, alors vous qui avez posé la question au départ, est-ce que les interventions des uns et des autres vous ont quelque part rassuré en disant bon voilà une filière qui est en ordre de marche pour me fournir de plus en plus de bois pour les constructions que je veux mettre en œuvre? Du coup, en termes de filière et de capacité, sans aucun doute. Après, il est vrai qu'on est quand même confronté aujourd'hui à ce coût quand même qui a subi une augmentation, mais comme d'autres matériaux. Hein, j'entends. Oui, c'est vrai. Mais, vous avez parlé du prix. Voilà, aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, Aquitanis construit et développe son ossature, des constructions en ossature bois, en cloison bois, qui nous a permis aussi de faire des logements évolutifs, qui nous a permis de travailler avec nos futurs locataires. Donc on croit vraiment en ce bois, mais c'est vrai qu'on se heurte aujourd'hui à une réalité économique, et qui peut freiner en tout cas notre production en fait de logements. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on veut produire et on se heurte à cette réalité-là, alors qu'on espère conjoncturelle, mais voilà, c'est ce que va plus vite passer, mais voilà. Donc ça, c'est une réalité.
Et j'aurais une autre question. Est-ce que, par rapport aussi, on parle beaucoup de réemploi de matériaux, d'économie circulaire. Aujourd'hui, comment on intervient justement dans ce réemploi du bois au niveau de l'architecture? Parce que nous, on a des projets où on va essayer où on développe un petit peu ce réemploi de matériaux. Le bois est aussi un sujet de réemploi. Comment aujourd'hui vous abordez ce sujet? Une question pour vous, Pierre Marsan. En menuiserie, c'est très facile. Quand on a besoin de faire un ouvrage en bois, on a un menuisier. Le maître d'ouvrage dit, mais moi, il me reste des pièces de bois d'une ancienne construction, des morceaux de charpente, je ne sais pas, des volets, des choses comme ça. Faire resciller, retravailler, ils le font avec plaisir. Et j'ai même découvert qu'ils avaient un savoir-faire que j'imaginais pas, pour recoller du bois, pour refabriquer des pièces. En charpente, pourquoi pas, c'est toujours fait. Enfin, les châteaux forts ont été démontés, on a réutilisé les pièces, mais les pièces de charpente sont réutilisées. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Ericsari dans un restaurant, il y avait des pièces de charpente, des grosses sections qui faisaient 12 mètres de long. Vu comment elles étaient placées dans le bâtiment, vu comment elles s'appuyaient même pas sur les murs, elles étaient en porte-à-faux sur des poteaux en métal. Donc j'imagine que c'est des pièces qui venaient d'ailleurs, qui ont été donc le réemploi en bois, je pense que le réemploi c'est quelque chose qui a toujours existé. Et sur le bois, ça me paraît assez simple. Finalement, il faut qu'on change nos référentiels d'analyse de cycle de vie, parce que si on réutilise le bois, c'est encore meilleur pour la planète en fait. Il reste quelques problèmes avec certains traitements de bardage. Il y a des systèmes dans les étuves là où on met des produits. Il y a des produits, quand on va vouloir réutiliser des bardages qui ont été traités, ils ne vont pas être faciles à dépolluer, ceux-là. J'ai beaucoup entendu ceux parler qui ont été chauffés, c'est plus simple. Mais c'est pour ça que maintenant on insiste beaucoup pour utiliser en bardage des bois non traités, parce qu'au moins on sait que ceux-là seront réutilisables à souhait. Ok, c'est peut-être le moment effectivement de passer la parole à la salle et puis à nos amis internautes qui nous suivent. Alors, est-ce que vous avez les uns ou les autres des questions à poser à chacun de nos intervenants? Une première question ici, s'il vous plaît. Oui. Oui, bonjour. Vous l'avez dit, il y a des appréciations plus ou moins justifiées sur la gestion forestière. Et il y a un peu ce sujet également, je pense, sur les sujets plus techniques, comme notamment la sécurité incendie, qui est maintenant très cadrée en termes de règles de l'art. Mais on a vu cette année des prises de position, notamment par les pompiers de Paris, sur la construction bois et biosourcée, qui remettent pas mal de choses en question. Alors, je ne suis pas expert en sécurité incendie, mais en tout cas, ça nous pose question sur les projets qu'on suit, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Qui c'est qui peut... vous pouvez répondre les uns et les autres, en fait. Moi, je suis pas j'ai pas encore vu ces prescriptions, donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un dans la salle? Je ne vise personne, mais comme des bureaux d'études bois qui pourraient nous éclairer un peu sur le sujet. Si, ici, Bordeaux-Atlantique, super. Parce que jusque-là, c'est vrai qu'on avait plutôt comme source d'études et comme base de données qu'une charpente en bois était bien plus sécuritaire par rapport pour des pompiers qu'une charpente métallique ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça que ça m'étonne un petit peu. Et l'étude, la contestation des pompiers de Paris, je ne l'ai pas vue. C'est la fameuse doctrine, mais on va avoir un petit éclairage par... Pauline voulait peut-être, en tant que plutôt Bordeaux-Atlantique, peut-être dire un mot, et puis Julien, qui est bureau d'études structure bois, pourra compléter. Merci. Oui, bonjour, Pauline Pradel, Euratlantique. Oui, pour préciser, en fait, nous, on a une doctrine aussi du 1033 depuis plus d'un an, qui a sorti donc une doctrine locale pour apporter des préconisations supplémentaires sur les projets bois, qui sont assez contraignantes, effectivement. Et depuis cet été, il y a la doctrine parisienne. Donc là, il y a des discussions en cours au niveau national pour qu'il y ait une harmonisation des règles. Donc ça va aboutir en fin d'année, normalement, à des choses qui seront retranscrites dans le droit dur ou souple, on ne sait pas encore. Mais c'est des discussions en cours. Voilà, donc complété par Julien, là.
qui est de l'autre côté, voilà. Oui, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. En fait, il y a plusieurs doctrines. Donc, chaque SDIS émet des avis avec des préconisations supplémentaires sur la règle générale. Et il y a eu un document qui est sorti en région parisienne très contraignante, encore plus pour des promoteurs en plus qui avaient commencé à concevoir, voire à construire avec des changements de réglementation en cours de route. Donc, j'ai la chance de participer aussi à l'association Indiv Bois, où on a mis ces sujets sur le tapis, qui ont été remontés auprès du ministère, qui nous ont assuré faire le ménage, parce que c'est un peu chez eux. Ils ont un avis de la filière, un avis des SDIS, et en gros, ça arrive dans tous les sens avec différents avis. Donc maintenant, on leur a demandé de trancher, de nous donner un avis, et on leur a expliqué que dans notre filière bois, effectivement, si on était toujours en train d'avancer et de reculer en même temps, c'était compliqué de voir un avenir pour nous. Donc on leur demandait de prendre une position. Donc on espère d'ici fin d'année ou début d'année prochaine, on aura un retour et qui ira dans le bon sens, parce que rajouter 3 couches de placo et puis des sprinklages partout, on parlait du coût, mais voilà, c'est des gros sujets. Mais c'est vrai que sur un projet sur Biganos, on était en ossature bois, terre crue et plancher bois, où le bureau de contrôle nous a demandé de mettre du plancher béton. Donc j'ai pas tout le détail, mais on a été contraint et pourtant on respectait a priori l'épaisseur suffisante, mais on est passé en béton. Une autre question sur l'avenir de l'utilisation du bois en construction? Oui, là-bas à droite. Attendez, je vais passer là parce que... Enfin, excusez-moi. Oui, bonjour, Clémence Liberge de l'EPA Euratlantique. Moi, je voulais simplement savoir à quel horizon vous pensez du coup être prêt à répondre à une demande assez large au niveau national. À une demande plus forte du bois en construction? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on est en train de se préparer, on n'est pas forcément concurrentiel avec les gros du bois à l'international. À quel horizon est-ce qu'on pense justement rattraper ça? Alexandre. Merci. Alors, c'est une bonne question. Je ne vais pas essayer de faire une réponse de Normand, mais on sait qu'aujourd'hui, des grosses structures, s'il y en avait 3 de plus en France, ça serait beaucoup plus simple. Pour rappel, on va redonner juste un chiffre. L'import de bois résineux, là je parle vraiment de mon domaine, après sur le feuillu, là j'ai pas les chiffres, mais l'import de bois résineux pour la construction s'évalue environ aux alentours des 2 millions de mètres cubes par an pour le marché français. C'est-à-dire que, et c'est lorsque nous avons commencé à investir sur le site de Farges, on en était à 2 millions et demi, dont 500 000 qui étaient vraiment des qualités hors de portée du massif français à la date, donc il y a 15 ans. Et ce chiffre a réellement très peu évolué. C'est ce qui en fait a fait le gros déséquilibre cette année-là. Et donc l'augmentation des prix que vous parliez et de la raréfaction de la matière, elle vient juste de là. C'est que pendant quelques mois, on a simulé comme si en fait on enlevait 100% du bois importé sur le marché français. Ça a fait ce que ça a fait. En fait, le marché français n'est pas capable, il n'a pas les produits en quantité technique pour répondre. C'est juste ça. Donc, nous, on fait des investissements de notre côté pour doubler en termes de volume. Ça, c'est une logique. D'autres sieurs français sont dans la même logique. Mais on n'a pas attendu ce moment-là. C'était déjà des volontés. On n'a pas attendu le plan de relance. Tout ça, ça serait... Enfin, c'est pas en claquant des doigts qu'un matin, on dit, tiens, plan de relance, je vais mettre 230 millions d'euros sur la table. C'est pas le cas. Mais c'est bien dans une logique de structuration. Et ce genre de période, et ce qu'on a connu là, malheureusement, on risque de le reconnaître encore et encore si nos infrastructures et si nos entreprises ne grossissent pas assez vite, et surtout si d'autres acteurs viennent pas prêter main forte au jeu, parce que on a un massif français, comme tu l'as dit, qui croît de jour en jour. En résineux, c'est environ 9 millions de mètres cubes de production. Non, au total, c'est 9 millions de mètres cubes de production naturelle, tout essence confondue. On en prélève environ 4 à 4 millions et demi. Donc on en a encore sous la pédale. Et c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de ça. Donc je réponds sans répondre à votre question. Pour notre part, oui, on est en train d'investir pour doubler, pour avoir des technologies bien plus importantes pour faire du lamellé-collé, du CLT, d'autres choses dans l'avenir. Mais toujours dans un optique, c'est de fournir le marché français.
Et le groupe Pifto a toujours été dans cette logique-là. Il est aberrant d'importer du bois et de lui faire faire des milliers de kilomètres venant d'Allemagne, de Russie ou de Scandinavie, alors qu'on a une forêt qui grandit et qui est sous-exploitée chez nous. C'est le parti pris. Peut-être en complément. Oui, allez-y. Oui, juste un élément de complément par rapport à ça, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, par exemple sur un massif comme le Douglas, peut-être pas sur le Pin maritime qui est beaucoup plus près du micro, pas sur le Pin maritime qui est plus ancien, mais sur le Douglas, en fait, la dynamique, elle est pas si vieille que ça, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on accompagne, que les projets comme Farge ou comme ça, ils accompagnent le développement de la forêt. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire très clairement, c'est que sur le massif du Douglas, il devient. J'ai vu que France Douglas était partenaire de cette manifestation, mais le massif du Douglas devient un massif qui est vraiment mûr, quoi, en fait, dans lequel on va pouvoir réinvestir et donc créer des investissements industriels relativement forts. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, là aussi, c'est que les signaux sont forts aujourd'hui avec l'Aéro 2020 ou avec le plan de relance ou avec tout ça, en disant oui, c'est bien, mais il faut aussi penser à notre forêt, donc reboisons et mettons de l'argent pour le reboisement. La vraie question, c'est qu'à un moment ou à un autre, il va falloir investir sur le fait qu'il y a des peuplements, il faut replanter, quoi, en fait, et que replanter, comme je vous l'ai dit, c'est des propriétaires privés. Aujourd'hui, le propriétaire privé, il a peut-être pas, il faut quand même, ça vient pas naturellement de réimplanter sa forêt. Donc il faut qu'on puisse avoir une politique là-dessus. Et aujourd'hui, les signaux sont forts là-dessus, puisque maintenant, il y a quand même des signaux forts pour qu'on investisse et qu'on fasse de l'investissement en forêt au début. Et donc ça devrait faire en sorte que toute la filière, puisque ça va correspondre, on va investir dans sur des plantations qui vont correspondre au marché futur, et donc quelque part ça va lancer cette dynamique, quoi, en fait. En complément, juste, la replantation fait partie d'un des enjeux. Il y a le plan ambition bois construction qui est une feuille de route 2030, qui est une feuille de route nationale dont FIBois France est signataire. Je vais laisser peut-être Christian Ribes en parler rapidement en complément, qui permet d'avoir des perspectives assez claires en termes de développement pour la filière. Oui, donc Christian Ribes, président de FIBois Nouvelle-Aquitaine, et j'ai été jusqu'à il y a encore quelques mois président de FIBois France. Et effectivement, comme le disait Hugues Petit-Étienne, et pour compléter les propos d'Alexandre, il y a des projets en Nouvelle-Aquitaine, donc on va rester sur la Nouvelle-Aquitaine, des projets qui sont importants puisque nous avons 17 lauréats qui s'inscrivent sur ce plan de relance. Grosso modo, nous allons avoir une progression de l'ordre de 10% par an. Et simplement, on l'a vu, nous avons la matière première, nous avons la ressource matière, incontestablement, elle est là. Maintenant, il nous faut la ressource usine. Une usine, ça ne se décrète pas et ça ne pousse pas, comme l'a dit Alexandre, en quelques semaines ou en quelques mois. Les projets, ils vont naître en 2022, 2023, 2024, mais ils étaient dans les cartons déjà il y a un certain nombre de mois et un certain nombre d'années. Et ensuite, derrière, il nous faudra la ressource humaine. Donc ça aussi, c'est un troisième volet, mais qui est également très, très compliqué. Mais la filière se met en ordre de marche, donc nous serons en mesure de répondre très rapidement aux besoins. Et ensuite, ce déséquilibre que nous avons connu, ce déséquilibre lié à l'aspiration, j'allais dire, des US sur les produits bois, ce déséquilibre va se résorber vraisemblablement dans l'année 2022, donc ce qui fait qu'il n'y aura plus de problème d'approvisionnement. Voilà. Mais la filière bois Nouvelle-Aquitaine sera présente et effectivement le conseil régional est très attentif de façon à ce que la valeur ajoutée des bois qui ont poussé en Nouvelle-Aquitaine soit transformée et mise en œuvre en Nouvelle-Aquitaine. Merci Christian Ribes pour cette conclusion en définitive de la table ronde. Madame Bianchi, vous pouvez repartir rassurée. La filière se met en ordre de marche. Il y a tout un tas de signaux positifs qui vont s'additionner et qui à terme vont pouvoir vous fournir le bois nécessaire à vos projets de construction. Donc, je crois qu'on peut remercier et applaudir très chaleureusement nos 4 participants à cette table ronde.